Le Maroc, un pays en pleine transformation depuis l'intronisation du roi Mohamed VI il y a 17 ans, le produit intérieur brut a plus que doublé. Cette création de richesse a permis de réduire de moitié la pauvreté presque partout dans le pays. Dès le départ, le souverain chérifien a choisi de dire la vérité aux Marocains afin de les inciter à plus d'efforts et à créer les conditions pour que s'instaure une dynamique de changement, tout en accélérant l'investissement dans les infrastructures et la réalisation de grands projets structurants. Le projet Nour, qui veut dire lumière en arabe, est une parfaite illustration du double défi auquel est confronté le Maroc: préserver l'environnement et contribuer à un développement durable. Il s'agit, à partir de la lumière naturelle du soleil, de produire suffisamment d'énergie pour réduire la dépendance énergétique aux combustibles fossiles. Le Maroc en importe plus de 95%. La chance de ce grand pays peuplé de plus de 35 millions d'habitants est de posséder à Ouarzazate un site incomparable. Avec la centrale solaire de Nour, l'une des plus grandes au monde, le royaume va faire une économie annuelle d'1 million de tonnes équivalent pétrole, soit près de 500 millions de dollars, et éviter l'émission de 3,7 millions de tonnes de CO2. L'ingéniosité des souverains chérifiens ne date pas d'aujourd'hui. À l'époque des Almoravides, dont le premier sultan a fondé la ville de Marrakech en 1071, on cherchait déjà à récupérer l'eau qui s'écoule des montagnes du Haut-Atlas pour irriguer jardins et plantations. Menara, ça veut dire c'est un repère. Et surtout, c'est comme vous voyez que maintenant il y a des travaux, parce que c'était à peu près 2 semaines, 3 semaines, il y avait de l'eau, parce que c'est un bassin qui est 200 mètres de long sur 150 mètres de large. Il y avait même aussi des câbles qui servaient à nettoyer le bassin. Donc le but d'avoir de nettoyer ce bassin, c'est simplement que pour se préparer, parce que bientôt on va attaquer la saison touristique, et aussi beaucoup aiment, les gens viennent en profiter de cette verdure aussi de ce pavillon. Emblème de la ville de Marrakech, le Menara est une très vieille oliveraie, aménagée vers la moitié du XIIe siècle par le premier calife de la dynastie almohade. Elle est irriguée grâce à un bassin alimenté depuis plus de 700 ans par un système ancestral permettant d'aller puiser l'eau de source à plusieurs kilomètres de la ville et de l'acheminer grâce à des canalisations, toujours en état de fonctionnement, monnayant quelques interruptions pour en assurer l'entretien. Comme ce bassin, c'est considéré comme un château d'eau. C'est pas donc comme un bassin d'eau, Et surtout, c'est que tout autour, il y avait des vannes. Alors là, c'est servi pour alimenter le jardin, irriguer le jardin. Bien sûr, l'eau, c'est pas que pour la ville de Marrakech, donc c'est pour l'être humain. S'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de vie. Voilà. Cette maîtrise de l'eau est la première condition pour rendre viables des projets agricoles d'envergure. Elle a atteint son apogée dans le royaume avec la construction de nombreux barrages hydroélectriques sous le règne d'Hassan II, le père de l'actuel souverain. C'est un enseignement dont nombre de pays africains bien dotés en ressources hydriques, mais inexploités jusqu'à présent, pourraient s'inspirer. J'ai trouvé au Maroc un programme extrêmement ambitieux en matière d'eau, de barrages, de construction de barrages, de transfert d'eau, d'économie d'eau, mais également d'adaptation aux nouvelles techniques agricoles, tout le réseau que j'appelle d'efficience hydrique que le Maroc a mis en place. Et j'étais aussi très heureux de voir la capacité, l'expertise en termes de conception, d'études, de réalisation des barrages au niveau des entreprises marocaines. Réunie à Rabat, la coalition internationale pour l'eau formée à Paris en 2015 a permis d'aborder la question des aquifères transfrontaliers, de la répartition des droits d'usage ou encore des bassins versants internationaux. Un groupe de ministres africains présents à la conférence sur l'eau et le climat des 11 et 13 juillet dernier a attiré pour sa part l'attention sur la situation de stress hydrique dans lequel le continent risque de se retrouver du fait des changements climatiques si rien n'est fait pour y remédier. Il y a une meilleure prise de conscience, mais surtout, il y a un plan d'action sur lequel on est convenu de travailler de façon à ce qu'à Marrakech, on ait en main des projets concrets à présenter. Au niveau de l'OMVS, comme vous le savez, nous sommes un vecteur d'intégration au niveau des 4 pays qui sont la Guinée, le Mali, le Sénégal et la Mauritanie. Donc nous avons un programme d'investissement de l'ordre de 4 milliards de dollars qui couvre le secteur énergétique, hydro-agricole, navigation, écologique, santé et pêche. Donc la mobilisation de ces ressources passe par une meilleure sensibilisation des bailleurs de fonds, leur connaissance des enjeux qui se présentent à nous et aussi la façon avec laquelle ils vont donner une meilleure priorité donc, à ces projets intégrateurs. Et c'est en cela que pour nous le plaidoyer
lancés ici nous permettent d'accéder plus facilement à des financements, à condition naturellement que nous puissions les connaître, trouver à raccourcir les moyens d'y accéder, mais aussi avoir le support politique des différents États. De son côté, le ministre marocain de l'Agriculture, conscient des défis énormes auxquels sont confrontés les pays du continent, a lancé l'initiative AAA, Adaptation de l'agriculture africaine, pour répondre aux enjeux de sécurité alimentaire et lutter contre l'érosion des terres. C'est une initiative importante parce que l'agriculture est importante en Afrique. L'adaptation doit recueillir des fonds nécessaires. Aujourd'hui, c'est le parent pauvre. L'agriculture doit être au centre du développement futur et au centre de la problématique écologique et de la problématique de l'environnement et des changements climatiques parce que c'est une solution. Vous imaginez demain que vous avez une population à côté d'une forêt et qui n'a pas de revenus et n'a pas de quoi manger. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va couper la forêt. Donc si vous voulez bloquer justement la problématique de l'environnement, il va falloir qu'on travaille parce que l'Afrique, ce qu'elle sait faire le mieux, le plus rapidement possible, avec les meilleures retombées sur la population et sur les paysans, et ça peut arriver comme un véritable facteur de transfert de richesse vers les populations les plus diminuées, si l'agriculture en même temps vous amène la sécurité alimentaire et vous réglez les problèmes climatiques. Alors bien évidemment l'Afrique a besoin d'être accompagnée parce que derrière des plans il faut qu'il y ait des hommes, il faut partager des connaissances et c'est pour ça que les pays africains doivent travailler avec eux, travailler ensemble, mais également avec les Européens et le reste du monde, parce qu'il y a du potentiel dans l'agriculture africaine, à condition de mettre les moyens et aussi d'avoir des projets. Plus que jamais aux prises entre tradition et modernité, Marrakech se retrouve propulsé au centre de la planète écologie. Après 2 mois d'efforts pour organiser la COP22 qui a mobilisé toutes les énergies du royaume, la ville ocre entend incarner le symbole de ce nouveau Maroc, dont la place sur la scène africaine et mondiale en matière d'énergie renouvelable n'est plus à démontrer. Développé par Mazen, devenu pendant l'été l'Agence marocaine pour les énergies renouvelables, le programme Nour est le pilier de la transition énergétique initiée par le Maroc. Visant une capacité minimale de 2000 MW d'ici à 2020, cet ambitieux programme a vu le jour à Ouarzazate avec la construction de la centrale solaire Nour. Composée de 4 unités d'une capacité totale de 500 MW, celle-ci combine solaire thermique et solaire photovoltaïque. Donc là, nous sommes au niveau de Nord 1, dont la capacité est de 160 MW. Donc on peut produire jusqu'à 500 GWh par an. La deuxième centrale, Nord 2 et Nord 3, sont en cours de construction. Et en fait, on doit pouvoir les livrer vers fin 2017, début 2018. Et la capacité totale du complexe est de 580 MW, intégrant le photovoltaïque. La 4e centrale, dont la construction démarrera l'année prochaine. Pour Moustapha Bakouri, président du directoire de Mazen, la refonte du secteur des énergies renouvelables au Maroc va permettre d'atteindre de nouveaux objectifs d'ici à 2030 grâce au développement des relations énergétiques vers et à l'international. Toutefois, il se souvient que les débuts n'ont pas... Nous avons eu notre propre expérience. Nous nous sommes lancés des défis il y a quelques années pour développer les énergies renouvelables. Des défis face auxquels nous avions quasiment une très faible marge de manœuvre de choix. Nous étions acculés de nous trouver nos propres solutions pour faire face à nos besoins croissants, je dirais même exponentiels, pour accompagner la demande actuelle et pour aussi anticiper les demandes futures. Un premier défi, c'est que chaque pays doit disposer d'une feuille de route. Il est essentiel qu'un pays donné fasse de l'énergie une vraie politique nationale portée par le plus grand nombre au niveau du pays. Deuxièmement, il y a besoin de faire du renforcement des capacités. Parce que le secteur énergétique et le secteur électrique, ça se pilote, ça se manage. Il y a besoin d'institutions pour le porter, il y a besoin de compétences pour le faire, il y a besoin de législation, donc le renforcement de capacité. Et peut-être pour finir, c'est pour ça que j'ajoute un troisième, parce qu'il me semble que c'est clé. En tout cas, au Maroc, ça a été déterminant. Il faut un leadership. La technicité, ça s'acquiert. La technicité, ça s'achète, ça s'importe, ça se trouve.
mais la volonté et le leadership, il faut que ça émane de chacun des pays. Pourquoi le Maroc a-t-il réussi à prendre le tournant des énergies renouvelables quand d'autres pays subsahariens peinent encore à décoller? Le Royaume disposerait-il de ressources financières dont certains pays africains sont dépourvus, lui ayant permis de se lancer dans le colossal projet de Nour? Et dans ce cas, lesquels? Nour a nécessité beaucoup d'investissements, c'est vrai. Et je dois vous dire que j'ai démarré ma mission avec 0 dirham, 0 euro. Et ça faisait partie de la mission. C'est-à-dire de concevoir un projet, d'imaginer son montage institutionnel et de travailler pour imaginer son schéma de financement avec évidemment le soutien de l'État, et ça aide beaucoup puisque ça émane d'une volonté publique. Des projets bien pensés trouvent toujours des financements. This is our home. أرضنا تعطينا تحس بينا تسقينا. This is our home. Destinée à être la COP de l'action, la 22e session de la conférence des parties de la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques a lieu à Marrakech du 7 au 18 novembre 2016. Le choix du Maroc comme pays hôte n'est pas le fruit du hasard. Les actions entreprises par le Royaume dans la lutte contre le changement climatique constituent le prolongement d'un engagement constant de ce pays marqué déjà, en 2001, par l'organisation de la COP7, avec pour cette COP une attention toute particulière accordée au continent africain. Le Maroc abrite la COP22 et on pense que la COP22 sera l'occasion, dans la mesure où il vient juste après la COP21, qui aura été la COP de la ratification d'un accord historique. Et évidemment, l'enjeu par la suite, c'est d'adresser des attentes, de démontrer que certaines actions sont possibles, des attentes notamment en Afrique, parce que ce qu'on a cherché à travers cet accord universel, quasi universel, c'est d'adresser une problématique planétaire, mais il y a des vulnérabilités qui sont immédiates et l'Afrique, il y a beaucoup d'exemples. L'Afrique, c'est l'un des continents, si ce n'est le continent où l'accès à l'électricité reste le plus bas au monde, où les sécheresses et les catastrophes naturelles et le manque d'eau sont chroniques dans certains endroits. Et dans beaucoup d'endroits, le changement de cette situation est tributaire d'une disponibilité de l'énergie. Donc l'Afrique sera l'exemple aussi de situations critiques, mais aussi l'exemple de ce qui est possible de faire. Le Maroc abordera ces questions avec, je pense, une certaine aisance, dans la mesure où nous avons connu des difficultés. Nous avons eu notre propre expérience. Sur les 22,3 hectares du site de Babirli, le village de la COP22 a été conçu pour accueillir jusqu'à 20 000 participants, incluant chefs d'État et de gouvernement, organisations gouvernementales, sociétés civiles, ONG, secteur privé et public, ainsi que 2000 journalistes et acteurs médiatiques de tous les pays du globe. Le site de Babirli, qui jouxte le palais de Mohamed VI à Marrakech, est divisé en deux zones. La zone bleue sous autorité des Nations Unies qui abrite les travaux de la conférence des parties et la zone verte, un espace ouvert aux partenaires et au grand public, comprenant la zone innovation et solutions et la zone société civile. Leur proximité doit favoriser les échanges entre les participants. Une fois la rencontre au sommet terminée, toutes les installations seront démontées pour un bilan carbone quasi nul puisque la production de l'électricité de cette COP22 a été fournie à partir de biogaz extrait des déchets ménagers. Président à Marrakech, le forum 360 degrés carbone, qui vise à intégrer le prix carbone dans les aides devant être octroyées aux pays les plus vulnérables pour qu'ils s'adaptent au changement climatique, la ministre déléguée à l'environnement, Hakima El Haïté, s'est réjouie de l'intrusion de la société civile dans les négociations. L'accord de Paris a reconnu la société civile comme un acteur incontournable de la transformation sociétale que nous voulons. Et donc ces acteurs-là ont un rôle primordial à jouer dans la mise en œuvre et dans l'action pour la transformation de la société. C'est eux qui vont changer de mode d'industrialisation, c'est eux qui vont changer de mode de production et c'est la société civile, le citoyen, qui va devoir changer de mode de consommation. Aujourd'hui, ce forum fait partie du travail des championnes pour dynamiser le secteur privé, les institutions financières, les organisations non gouvernementales et les philanthropes qui puissent réfléchir ensemble pour trouver des solutions innovantes pour répondre et pour mettre en œuvre l'accord de Paris. De son côté, le commissaire à la COP22, Abdeladim Larfi,
se réjouit que l'expérience accumulée par le Maroc, que ce soit en matière de gestion de l'eau, de la lutte contre la désertification ou contre l'érosion des sols sous toutes ses formes, y compris les feux de forêt, place le Royaume en pole position pour aider l'Afrique. La coopération Sud-Sud peut être bâtie en direction des pays du Sud, notamment sur l'aspect sécurité alimentaire, c'est-à-dire les terres, l'eau et la productivité des sols. Et je pense que le Maroc est porteur de cette ambition. Il y a la volonté politique, il y a les moyens, il y a les méthodologies et les méthodologies d'approche pour le faire. Reste donc le financement qui est en train d'être mis en place à travers des mécanismes donc simples et qui permettent de produire des projets qui ont une taille critique, permettant d'inverser les tendances et de mettre le train du développement sur le rail du développement durable. Quant au secteur privé, dont le rôle dans cette COP22 n'est plus à démontrer, le chef du pôle partenariat public-privé, Saïd Mouline, appelle de ses vœux un partenariat nord-sud qui soit bénéfique à tous les partenaires en termes de création d'emplois dans l'économie verte grâce à des transferts de technologies. L'expérience que nous avons eue dans le domaine des énergies renouvelables au Maroc montre que lorsque vous avez une bonne politique volontariste, portée au plus haut niveau de l'État, lorsque vous avez de la visibilité, lorsque vous avez des institutions dédiées, de la réglementation qui est claire, le secteur privé vient investir. Et l'État a besoin de beaucoup moins investir et laisser le privé le faire selon des règles de gouvernance, de transparence. Qu'est-ce que nous avons obtenu? Les plus bas prix des énergies renouvelables au monde, de l'intégration industrielle avec 70% des parcs éoliens qui est produit aujourd'hui au Maroc, pour montrer que les pays du Sud peuvent bénéficier non seulement des projets, mais aussi bénéficier de la création d'emplois liés à ces projets et aux industries liées à ces projets. Lorsque vous avez une bonne politique, vous avez tous les résultats qui peuvent venir. En plus, le secteur privé joue un rôle important dans la finance. Le financement peut venir aussi du secteur privé. Donc c'est pour ça qu'il faut mobiliser aussi, bien sûr, les financements des banques de développement, mais aussi le financement du secteur privé. Et pour qu'ils viennent, il faut aussi la même chose, de la visibilité, de la gouvernance, de la transparence. Et c'est comme cela que nous obtenons des résultats assez probants. Alors, le secteur privé est aussi créateur d'emplois et je crois que dans les énergies renouvelables, il y a un gisement absolument extraordinaire. Qu'est-ce que le Maroc va pouvoir montrer au reste du monde et surtout au continent africain? Quand vous développez des industries dans un domaine chez vous, et c'est les emplois qui vont avec, lorsque on parle bien sûr du renouvelable, mais tout ce qui est économie verte, quand on pense au recyclage, quand on pense à la valorisation des déchets, quand on pense à tout ce qui est économie d'énergie, dans l'industrie, dans le transport, dans le bâtiment. Tous ces secteurs sont concernés et tous ces secteurs sont créateurs d'emplois. Bien sûr, on pense aux grands projets. N'oublions pas tous les petits projets liés aux renouvelables. Le pompage solaire dans l'agriculture, les chauffe-eau solaires dans les habitations, tout ça, c'est des milliers de petits projets, mais des milliers d'emplois, parce que c'est des petites PME qui peuvent se développer pour installer, pour former, pour maintenir ces projets. C'est très important de voir qu'il y a l'aspect industriel qui joue un rôle important, mais il y a aussi tout ce qui est aspect suivi, maintenance, installation, dimensionnement, études, qui est très important, qui est aussi un vivier d'emploi. Lors de la MEDCOP Climat, qui s'est tenue à Tanger le 18 et 19 juillet dernier, les participants ont rappelé que le bassin méditerranéen demeure un point chaud du changement climatique. Selon les prévisions, cette région verra ses températures augmenter jusqu'à 7,5 degrés d'ici à 2100. Les précipitations baisseront de 60%, tandis que le niveau de la mer pourrait augmenter de 0,4 à 0,5 mètres. Le roi Mohamed VI n'avait pas pu faire le déplacement à Tanger, mais il a dépêché son frère, le prince Moulay Rachid, pour montrer l'importance qu'il accorde au suivi de la MEDCOP 21 organisée à Marseille en 2015 et qui avait permis d'identifier 9 grands enjeux, 36 propositions de solutions concrètes et 151 bonnes pratiques. Dans son discours lu par le président du conseil de la région Tanger-Tétouan, Al-Hosseima Ilyas El Omari, le roi a d'ailleurs insisté sur l'importance de la COP 22, parlant d'instant de vérité pour la diplomatie climatique. L'accélération de l'action climatique de tous les acteurs étatiques comme non étatiques, avant la date butoir de 2020 de l'entrée en vigueur de l'accord de Paris, constitue le principal défi que le Maroc va devoir relever lors de cette COP 22. Il en a l'ambition.
Il faut maintenant qu'ils s'en donnent les moyens avec, notamment, la mise en place d'un fast-track pour la finance visant à permettre aux pays les plus vulnérables de s'adapter.